Merci, bonjour amis téléspectateurs de Harmonie TV et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Florian Bobin. C'est un étudiant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en histoire. Et aujourd'hui, il est surtout là pour nous parler de Omar Blondin Diop, dont nous avons célébré l'anniversaire le 11 mai dernier. M. Florian, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à Harmonie TV. Merci de me recevoir aussi. Alors, vous êtes étudiant-chercheur en histoire à Dakar et vous vous intéressez à Omar Blondin Diop. Qu'est-ce qui justifie cet intérêt? Qu'est-ce qui vous motive à vous intéresser à son histoire? Bon alors, j'ai passé mon adolescence ici à Dakar, avant de faire mes études supérieures en France puis au Canada. Et pour moi, j'avais déjà cet intérêt pour l'histoire qui a continué à grandir avec le temps. Et lorsque j'ai entamé mes études d'histoire en France, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments de l'histoire à la fois sénégalaise, mais aussi franco-africaine, france-africaine, que je ne maîtrisais pas personnellement. Et donc j'ai voulu creuser un peu plus. Et je me suis rendu compte que sous la période de Senghor, il y avait beaucoup de non-dits, des zones d'ombre, dont sans doute l'histoire et le cas le plus emblématique est la mort d'Omar Blondin Diop à la prison de Gorée le 11 mai 1973. Donc j'essaie de creuser un peu, j'essaie de comprendre un peu quelle était cette histoire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un film qui était en train de se faire à l'époque. Depuis, 2 ont été réalisés, mais il n'y avait pas de livre sur son histoire. Donc j'ai décidé, avec mes études d'histoire, de préparer ce livre-là, qui paraîtra plus tard dans l'année. Mais entre-temps, un deuxième livre est venu, qui est le recueil de ces textes. Et c'est ça, c'est vrai que vous préparez un ouvrage sur Omar Blondin, mais vous avez déjà sorti, n'est-ce pas, nous voir nous-mêmes du dehors avec des textes réunis que vous avez présentés. Déjà, moi j'ai bien envie de vous demander, je suis curieux de savoir en tout cas quel procédé vous avez utilisé pour avoir accès à ces textes. Vous avez parlé de sa famille et tout, mais comment vous avez fait réellement pour vous procurer ces textes, ces réflexions de Blondin? Alors ça fait 5 ans que je mène des recherches sur Omar Blondin Diop. Les recherches ont commencé à l'été 2018. Donc un peu après le 45e anniversaire de sa mort. Donc on a célébré la semaine dernière le 50e anniversaire de sa mort. Ça a été un long processus. Ça a été des heures et des heures d'entretien avec la famille. Ça a été évidemment un lien de confiance qui s'est créé avec la famille, qui m'a dans un premier temps confié les textes sans l'intention de les publier. Mais en fait, donc, ces textes-là, c'est des textes inédits, puisque Omar Blondin Diop n'a publié de son vivant qu'un texte, qui est une critique de film, du film Chelsea Girls de Andy Warhol. Mais à part ça, on n'a pas de traces écrites de lui, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc on entend parler de lui, on le connaît à travers la photo où il tient le 12e volume de l'International Situationist, qui est devenu un peu une photo symbole, icône. On le connaît par sa mort, mais on le connaît beaucoup moins par sa propre écriture et par sa propre réflexion. Et donc vous avez surtout publié ces textes pour rendre Omar Blondin beaucoup plus, en tout cas, pour faire de sorte que les Sénégalais au moins, que le monde intellectuel le connaisse réellement. C'est ça. C'est-à-dire que, à mon sens, il est important, même décisif, de réouvrir le dossier sur sa mort, que la vérité éclate. Et en même temps, il est aussi important qu'on lui rende son aspect d'intellectuel, mais un intellectuel qui était, comme le veut Gramsci, un intellectuel organique, puisque sa pensée donne aussi des clés, peut être une source d'inspiration pour le présent aussi, pour les luttes actuelles. Et pour en revenir un peu à vous, vous êtes franco-canadien, vous avez passé du temps au Sénégal et vous vous intéressez à Omar Blondin. Quelles sont peut-être vos motivations, ou en tout cas, d'où est venu l'intérêt de vous intéresser à l'histoire d'Omar Blondin? L'histoire d'Omar Blondin Diop, c'est l'histoire d'un jeune qui a navigué aussi entre plusieurs mondes, puisqu'il est né au Niger. Son père avait été expulsé il a été affecté vers le Niger pour aussi son opposition à l'administration coloniale française. Il a passé évidemment son enfance ici, il a passé du temps en France, il est revenu ici. Donc c'est une histoire internationale. C'est aussi l'histoire d'un jeune qui, dans son époque, a voulu faire bouger les choses. Il a voulu changer avec ses camarades le monde autour de lui.
Et à mon avis, il y a beaucoup de... Voilà, on peut s'inspirer de son histoire. Et moi, à l'époque, en fait, j'ai commencé ces recherches à l'âge que lui avait lorsque il était actif, quoi. J'ai commencé ces recherches à l'âge de 19 ans, donc aussi moi-même, je me cherchais. Et il m'a apparu qu'il y avait beaucoup de leçons qu'on pouvait tirer de sa vie. Et aussi, un autre intérêt pour moi, c'est évidemment de diffuser son histoire auprès des jeunesses sénégalaises et africaines qui ont plusieurs figures maintenant qui reviennent. Donc Omar Blondin Diop fait partie, en tout cas aujourd'hui, lorsque l'on voit les fresques d'artistes, Omar Blondin Diop est représenté aux côtés de Cheikh Anta Diop, aux côtés de Malcolm X, mais en tout cas son histoire, dans les détails, est moins bien connue que les autres. Et justement, en parlant de son histoire, vous le présentez non pas comme un théoricien, mais vous décrivez également ses projets, des projets qui lui étaient chers dans ce recueil de textes. Qui était en tout cas Omar Blondin du point de vue, en tout cas, est-ce qu'on peut le considérer seulement comme un intellectuel ou plutôt également comme un intellectuel actif qui faisait également de l'action? Il était tout ça, il était un intellectuel mais aussi un militant. C'est-à-dire qu'il était sur le terrain, que ce soit à Paris ou à Dakar. Il n'hésitait pas physiquement à aller dans les manifestations. Il faisait des interventions très remarquées à l'université de Dakar en 69-70. Donc il était tout ça, il était intellectuel, militant et aussi artiste. Donc en fait, c'est ces trois facettes-là qui sont importantes. Donc effectivement, il a des textes plus analytiques qui constituent le début de ce recueil-là. Mais dans ces projets, on se rend compte que c'était aussi des projets très pratiques. Il était visionnaire. Oui, il avait en tout cas une vision qu'il portait pour le Sénégal et pour l'Afrique, qui était aussi portée par ses camarades. Et je pense notamment à son projet de théâtre urbain, qui dans le contexte du Sénégal aujourd'hui, je pense, a beaucoup d'actualité. C'est-à-dire que ce sont les acteurs eux-mêmes, que ce soit les paysans, que ce soit les ouvriers, que ce soit les jeunes, les chômeurs, les jeunes actifs, qui jouent leur propre rôle sur scène. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas d'autres personnes qui vont interpréter leur rôle, mais eux-mêmes vont se jouer directement. Alors en travaillant pour réunir et présenter ces textes au public, il y a sans doute des textes qui vous ont, un ou des textes qui vous ont plus marqué dans, en tout cas, toute son œuvre. Aujourd'hui, si vous pouvez prendre un ou deux textes sur ce qu'a écrit Omar Blondin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Alors moi, il y a plusieurs textes, enfin tous les textes m'ont parlé, forcément. Ça a été, peut-être pour revenir d'abord sur les conditions dans lesquelles ce recueil a été fait, c'est issu donc de pages manuscrites que la famille a conservées depuis plus de 50 ans. Donc Omar Blondin Diop a sans doute écrit, on ne peut pas le quantifier exactement, mais a sans doute écrit des milliers de pages. Parce que ses camarades le racontent plutôt, il était toujours en train d'écrire, que ce soit des lettres, que ce soit des petites notes qu'il écrivait dans ses cahiers, que ce soit dans des feuilles volantes. Très peu d'entre elles ont été conservées, mais lui, au retour, ou un peu avant son expulsion de France à l'été 1969, il ramène à peu près 200 pages à Dakar. Après sa mort en 1973, sa famille a conservé ces pages-là. Certaines des pages ont été dégradées avec le temps, mais on a pu récupérer 200 pages. Et donc à partir de ces 200 pages, la famille me les a confiées. J'ai fait le travail de retranscription. Et puis ensuite j'ai compilé. Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement c'est un long travail, mais que dans ces textes-là, il y a vraiment des éléments qui ressortent. Pour moi, les éléments qui ressortent de ces textes, d'abord il y a une lettre qu'il a écrite à ses parents, qui révèle aussi la sensibilité qu'il avait, qui révèle la densité qu'il avait, intellectuelle, qui révélait aussi sa volonté de documenter tout ce qui se faisait de manière clandestine, tout ce qui se faisait de manière subversive à l'époque. Donc dans cette lettre qu'il écrit de Londres, à la fin du mois de juillet 1968, il décrit à ses parents le tournage du film du cinéaste suisse Jean-Luc Godard, One Plus One, dans lequel il a eu un rôle à jouer en tant que consultant Black Power, donc inspiré du Black Panther Party américain, afro-américain. Il écrit aussi toutes ses recherches sur la musique populaire, il écrit ses recherches sur ce qu'il appelle l'underground, donc en fait toute l'activité artistique et militante. Et puis il fait référence à mai 68 dans le contexte sénégalais, donc la révolte étudiante et sociale, dans le cadre duquel son père a été arrêté. Et dans cette lettre, il évoquait également un livre qu'il était sur le point d'écrire. Voilà. Ce livre verra-t-il le jour? Alors ce livre se retrouve dans des parties de notes qu'on a pu retrouver.
mais ce livre est incomplet, puisque... Voilà. Et il le décrivait même comme un livre qui serait un mélange de différents thèmes. C'est ça, c'est ça. Et donc ces thèmes-là, on les retrouve dans la partie analyse du recueil de textes que j'ai pu compiler. Mais ce livre, ça restera incomplet en tout cas pour l'instant, parce qu'il avait une partie du manuscrit qui était complet, mais d'autre part qu'il n'avait soit pas encore fini, soit qu'ils sont ailleurs. Alors son histoire, vous le considérez également comme une porte d'entrée pour toute la période, en tout cas, pour comprendre l'histoire, les subtilités de l'histoire sénégalaise africaine pendant cette période-là. En quoi est-ce que son histoire peut être une porte d'entrée à ce niveau? Parce que comme des milliers d'autres jeunes, il est issu des indépendances africaines, indépendances nominales, qui, pour nombre de ces jeunes-là, ne correspondaient pas à de véritables indépendances. Donc en fait, il a fait partie d'une génération qui a lutté pour une seconde indépendance, pour une véritable indépendance, contre les arrangements néocoloniaux qui ont eu lieu au moment des indépendances nominales. Et donc déjà rien que ça vous montre un peu le contexte dans lequel il a été. C'est aussi une porte d'entrée sur la période parce que lui a été évidemment au Sénégal, il a une partie de sa famille au Mali, il est né au Niger, donc il y a déjà cette dimension panafricaine de son parcours. Il a passé du temps à Paris, il a aussi été à Londres entre plusieurs voyages. Il était en contact avec des militants afro-américains, donc notamment du Black Panther Party. Par la suite, il a mené un périple vers la Syrie. Il était aussi très intéressé par ce qui se passait au Vietnam, en Afrique du Sud. Donc en fait, c'est une période d'effervescence totale après les indépendances. Et lui, il a fait des mouvements. Et lui, il a contribué à ces mouvements-là. Il y a participé, il a vécu, il a observé. Et pour moi, c'est assez formidable, en tout cas, d'avoir cette histoire-là qui nous permet de nous plonger dans cette époque qui évoque beaucoup de luttes internationales. Et parmi les points de prédilection de Omar Blondin, on peut noter par exemple le néocolonialisme. Il a parlé également de la crise de l'autorité et tous ces points-là. Aujourd'hui, ces points-là, pensez-vous que l'intérêt historique qu'ils peuvent avoir, en tout cas, est-ce qu'ils l'ont jusqu'à présent? Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Oui, ils sont totalement d'actualité, peut-être même plus que jamais d'actualité. Et je pense que c'est l'intérêt aussi de rendre disponibles ces écrits-là aujourd'hui, notamment à la jeunesse, parce que ces thématiques-là n'ont pas cessé d'exister. Et d'une certaine manière, s'ils existent toujours aujourd'hui, la question de la prédation néocoloniale, la question de la propagande de guerre, la question de la crise de l'autorité, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et d'une certaine manière, peut-être si ça existe toujours aujourd'hui, c'est que les choses n'ont pas avancé, en tout cas, depuis cette époque-là. C'est comme si le combat qu'il avait commencé, il n'y a pas eu de continuateur. Il y a eu des continuateurs. Ah oui. Il y en a eu à travers l'Afrique, même au Sénégal. Mais en tout cas, ce que ça révèle, c'est qu'il y a aussi peut-être une nécessité de continuer, justement. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un vide, mais c'est que, en tout cas, les enjeux sont toujours là. Et si ces efforts ne sont pas suffisants, c'est que peut-être il y a eu une incompréhension globalement de son œuvre, de son legs. En partie, je pense que lui n'aurait pas apprécié la personnalisation. Je pense qu'il était conscient du fait qu'il faisait partie d'un collectif plus large. Donc, et qu'il était passager, qu'il allait aussi partir et laisser. C'est ça. Et que lui avait son rôle à jouer en tant qu'individu, mais que ce n'était aucunement un messie, quoi. Alors, vous êtes historien en devenir et vous vous intéressez à l'histoire d'un homme que vous admirez, Omar Blondin Diop. Est-ce que cela ne pourrait pas impacter sur votre objectivité dans le cadre de votre travail? C'est une bonne question. Personnellement, je ne dirais pas que j'admire Omar Blondin Diop. Je le trouve évidemment intéressant et je pense que, et j'ai de la sympathie pour lui, ça c'est évident. Je pense qu'en tant qu'historien et chercheur ou chercheuse, il est impossible d'être totalement détaché de son objet d'étude. Ce qu'il est important d'avoir, c'est de la rigueur, c'est de la nuance. Donc vous verrez dans la biographie qui vient que j'apporte de la nuance, avec de la sympathie, évidemment. Mais je ne pense pas à une forme d'objectivité qui ferait que on soit totalement détaché de notre objet d'étude. À mon avis, cette objectivité n'existe pas. Ce qui existe, c'est la rigueur. Et l'honnêteté. Et l'honnêteté intellectuelle. De reconnaître le fait qu'on est d'une certaine manière attaché, mais je ne le présente pas personnellement comme une idole, comme un messie. Il avait ses contradictions, comme nous tous, en tant qu'être humain. Il avait ses complexités, comme nous tous. Et il avait aussi, je pense, un parcours qui mérite un intérêt collectif. Et évidemment que ma sympathie pour lui informe aussi mes recherches.
mais sans en faire quelque chose de surhumain, quoi. Alors, pour en revenir à son histoire justement, les circonstances de sa mort ont suscité beaucoup de polémiques. Jusqu'à présent, cette année, c'était la 50e année où on célèbre son anniversaire, mais jusqu'à présent, les circonstances de la mort d'Omar Blondin Diop suscitent l'intérêt des gens, on en parle. Quelle est votre position en tant qu'historien et peut-être spécialiste de son histoire? Alors après de nombreuses années de croiser des sources, c'est la rigueur que je viens d'évoquer, à la fois les sources, voilà, les témoignages, j'ai regardé du point de vue de l'État aussi, j'ai essayé de comprendre quels étaient les arguments que les autorités sénégalaises à l'époque ont présentés comme étant supposément des preuves irréfutables de sa mort par pendaison. Ce qu'il faut le rappeler, c'était la raison, en tout cas la thèse officielle, c'était qu'il se serait pendu à l'aide de son drap dans la nuit du 10 au 11 mai. Donc j'ai croisé tout ça, je me suis intéressé aux archives aussi de la police, aux archives diplomatiques françaises, aux archives nationales sénégalaises et françaises. Et aujourd'hui, en croisant toutes ces sources-là, pour moi, il est assez évident que Omar Blondin Diop est mort de suite de coups qu'il a reçus de la part de ses gardiens pénitentiaires et que suite à une non-assistance de son... voilà, une non-assistance après ses blessures, qu'il est mort à la suite de cela. La version officielle, à mon avis, a beaucoup d'éléments qui ne tiennent pas la route. Et si on ne devait prendre qu'un élément qui viendrait la contredire, ce serait le témoignage du juge d'instruction qui était en charge de l'affaire à l'époque, le juge Moustapha Touré, qui nous a quittés l'année dernière. Et donc il déclare qu'il a été saisi à la suite de la plainte déposée par le père d'Omar Blondin Diop en juin 1973, donc un mois après l'annonce de sa mort, et que dans son enquête, qui a été une enquête contradictoire, donc il a regardé du point de vue de l'État ce que l'État disait, il a regardé du point de vue de la famille qui était la famille qui a porté plainte, dans la main courante, donc ça veut dire le registre qui enregistre les entrées et les venues dans la prison, il y avait une mention, plusieurs mentions même, de sévices corporels que Omar Blondin Diop a subi. Suite à ces sévices-là, il a été noté qu'aucun soin ne lui a été apporté, que bien qu'il y ait eu une demande de transfert de la prison de Gorée à l'hôpital Le Dantec, qui se trouve donc à Dakar, à quelques kilomètres de Gorée, que cet ordre-là n'a pas été respecté et il n'a pas été exécuté. Et donc en fait le corps a été laissé en agonie pendant plusieurs semaines et que c'est finalement lorsqu'il y a eu ce point de non-retour avec ce décès que cette thèse-là du suicide a été fabriquée. On a également parlé de sa fameuse rencontre avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, le ministre de l'Intérieur de l'époque, ouais, donc Jean Collin. Et des gens également pensent qu'il y a un lien entre cette rencontre et ce qui s'est passé dans cette nuit tragique du 10 au 11 mai. Alors c'est difficile d'assurer ça avec pleine certitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jean Collin, le ministre de l'Intérieur, avait donné des ordres aux gardes pénitentiaires, qui n'étaient en fait pas des gardes pénitentiaires de formation, mais qui étaient des GMI, donc des membres du groupement mobile d'intervention, la police anti-émeute, qui avait été expédié depuis Thiès, donc le bastion de Jean Collin, dont il était maire, que ces gardes-là avaient reçu des ordres précis de mater les prisonniers politiques, et que Jean Collin a effectivement fait une visite à la prison de Gorée à la fin du mois d'avril 1973. Maintenant, est-ce qu'il a donné un ordre? Ça, c'est la version que donne Roland Collin, qui est l'ancien directeur de cabinet du président Mamadou Dia, entre 1957 et 1962. Roland Collin, dans ses mémoires « Sénégal, notre pirogue », déclare en effet que Jean Collin aurait donné l'ordre de châtier Omar Blondin Diop et que le lendemain, il fut retrouvé pendu. Effectivement. Maintenant, je n'ai pas les éléments qui me permettent de dire avec certitude qu'il a donné des ordres. Ce que je sais, c'est qu'il a été en visite à la prison. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une coïncidence dans le temps entre sa visite et les mentions de sévices et les mentions de perte de connaissance d'Omar Blondin Diop qui ont été retrouvées dans la main courante consultée par le juge Moustapha Touré, et que, en tout cas, cette culpabilité-là a amené à ce que Jean Collin, en premier lieu, a refusé de rendre le corps d'Omar Blondin Diop à la famille le 12 mai 1973, le lendemain de sa mort, et qu'il a tout fait pour essayer d'étouffer l'affaire.
Alors Omar Blondin était un révolutionnaire, il était opposé, on le sait, au régime de Senghor et tout. Mais aujourd'hui, si vous comparez cette histoire à l'actualité sénégalaise africaine, est-ce que vous voyez des similitudes entre peut-être un nouveau Omar Blondin ou quelqu'un qui ressemblerait à Omar Blondin en tant qu'historien? Je pense que ce qui est intéressant avec le destin d'Omar Blondin Diop, encore une fois, c'est qu'il s'inscrit dans un cadre collectif. C'est pas quelqu'un qui sort du lot, mais non, c'est... Et puis si vous lisez ses écrits, il écrit à propos du Vietnam, je le paraphrase, le problème numéro 1 aujourd'hui, au niveau du processus révolutionnaire, c'est pas la constitution d'une avant-garde, mais c'est la formation des masses. La formation des masses. La formation des masses. Et donc il peut y avoir des figures évidemment qui contribuent à cette formation-là, à cette conscientisation des masses, mais je pense que ce n'était pas dans son logiciel de considérer qu'il y avait des hommes providentiels. Maintenant, par rapport au contexte, il est évident que ce recueil-là, je pense, en tout cas ces textes sur le Sénégal et l'Afrique, ont une résonance aujourd'hui. Comme on l'évoquait tantôt, les problématiques de l'impérialisme, du néocolonialisme, de la prédation, du népotisme, tout ça, ce sont des problématiques qui sont toujours actuelles. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. On me signale qu'il est le moment de peut-être lever cette séance. On aura peut-être la possibilité de parler quand votre ouvrage, la biographie sur Omar Blondin, paraîtra. Mais d'ici là, je vous laisse peut-être le soin de lancer un message à nos téléspectateurs, aux Africains qui s'intéressent à l'histoire de Omar Blondin Diop. Oui. Alors je pense que le message, voilà, comme ouverture, ce serait de continuer comme le professeur Charanta Diop l'avait si bien annoncé et suggéré, voilà, d'avoir une conscience historique, parce que c'est celle-là qui est le ferment aussi des luttes aujourd'hui. Et je pense que mieux connaître son histoire, mieux connaître l'histoire d'Omar Blondin Diop, de ces figures-là, de cette époque, nous permet de comprendre que les luttes n'ont pas commencé aujourd'hui, mais aussi de comprendre qu'elles sont peut-être plus que jamais d'actualité. Donc cette conscience-là historique est importante, à mon sens, à constituer, à développer, et de se rendre compte qu'il n'y a pas de fatalité dans l'histoire. Il n'y a pas de fatalité dans l'histoire. Merci beaucoup. Donc, Florian Bobin, merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV, pour avoir suivi cette émission. C'était un plaisir de vous parler de Omar Blondin, de son histoire. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.